Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, on se retrouve pour un nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler de création de jeux de rôle. Donc tu te rappelles qu'il y a longtemps je t'avais déjà proposé une vidéo sur la création de jeux de rôle. Et là on va zoomer sur une petite question, c'est si tu décides de faire un jeu de rôle, est-ce qu'il vaut mieux que tu fasses ton système original de bout en bout ou est-ce qu'il vaut mieux hacker un système existant? Eh bien, bon, d'abord, je vais peut-être commencer par une petite définition de ce que veut dire hacker. Donc, hacker, grosso modo, ça veut dire pirater. Donc, au départ, dans l'informatique, le piratage informatique, ça implique notamment de faire des choses qui peuvent être illégales. Alors, quand on parle de hacking en jeu de rôle, il n'est pas vraiment, il est plus tellement question d'illégalité. En général, ça désigne en fait des pratiques qui sont de récupérer des systèmes, mais qui sont libres de droit, quoi. Donc, le hacking en jeu de rôle, c'est une pratique légale. Donc, justement, on va commencer par là. Je dirais que hacker, c'est sûrement la méthode la plus rapide et la plus sûre, à la fois pour toi, évidemment. Tu vas aller plus vite si tu récupères, si tu pars d'un système existant. Et c'est aussi plus sûr pour ton public qui n'a pas forcément réapprendre un nouveau système, qui peut déjà rapidement prendre ses marques, s'ils connaissent déjà le système que tu vas utiliser, quoi. Donc il y a beaucoup de systèmes libres, c'est pour ça que ce qu'on appelle le hacking en fait est la plupart du temps une activité légale en jeu de rôle, hein. Donc parmi les systèmes libres, tu as Apocalypse World bien sûr, pour l'arène, au passage. Mes propres jeux en fait sont dans le domaine public, je crois à l'exception de Marche Branche, hein, faut vérifier, mais bon il doit y avoir un Creative Commons, quelque chose sur Marche Branche. Donc même Marche Branche, tu dois pouvoir récupérer des bouts sans tellement de problèmes. Et tu as bien sûr Donjons et Dragons 5, hein, donc le plus gros des jeux de rôle. En fait, tu peux récupérer le système de Donjons et Dragons, tu peux faire des jeux qui tournent avec le même système que Donjons et Dragons. La plupart du temps, en fait, ça va fonctionner sur ce qu'on appelle des SRD. SRD, ça veut dire System Reference Document en anglais, système. Et donc, en fait, c'est grosso modo un texte qui va expliquer les parties du système que tu auras de reprendre. Donc, par exemple, quand on dit que Donjons et Dragons, il est libre de droit, c'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est grosso modo les règles de Donjons et Dragons, les sorts, enfin la création de personnages, voilà, enfin, je ne sais pas dans le détail, mais tu peux pas tout reprendre de Donjons et Dragons. Et par exemple, tu peux pas reprendre les scénarios de Donjons et Dragons, tu peux pas reprendre les univers de Donjons et Dragons, tu peux grosso modo reprendre que les règles, quoi. Donc, quand tu décides de t'inspirer d'un jeu existant, va voir s'il existe un SRD et va voir ce qu'il y a dans ce SRD. Quelle est la partie du jeu que tu as le droit de reprendre? Souvent, c'est que les mécaniques. Donc mes jeux sont dans le domaine public, c'est un peu différent. Tu peux faire un jeu Milvaux, il y en a plein qui les ont fait, Il y a des jeux, il y a des gens qui ont fait des jeux pas du tout Milvaux, mais avec des systèmes à moi. Mais la plupart du temps, le SRD, c'est que les mécaniques. Bon, après, il y a tout un débat, si tu veux, puisque de toute façon, quelque part, le SRD ne ferait que entériner euh, une pratique qui est que en théorie, on peut pas déposer des mécaniques de jeu. Tu peux pas les protéger par le droit d'auteur. Et donc, par conséquent, en fait, tu pourrais reprendre les mécaniques de n'importe quel jeu sans avoir de soucis légaux. Donc, je dirais que le SRD, c'est plus pour aplanir les angles. Comme ça, tu sais que l'auteur, il est OK pour que tu prennes ses mécaniques. Voilà, mais de toute façon, en théorie, tu pourrais reprendre les mécaniques de n'importe quel jeu sans avoir de problème légal. Mais après, tu peux avoir des problèmes moraux, tu peux être en bisbille avec les auteurs, tout ça, machin. Donc, c'est quand même mieux de bosser à partir de SRD, quoi. Ou tout simplement d'envoyer un petit mail à l'auteur, l'autrice dont tu veux reprendre les mécaniques. Et la plupart du temps, tu auras une réponse positive, quoi. Euh, Il faut savoir que certains vont utiliser les documents, les SRD pour faire des bidouilles un petit peu compliquées. En fait, par exemple, il y a des gens qui ont ressuscité Original Donjons et Dragons
Bon, c'est avant que Wizards of the Coast, il me semble, a republié de toute façon Original Donjons et Dragons, je crois. Mais avant que ce soit republié, donc il y avait très longtemps, c'était totalement absent, on pouvait pas se le procurer, quoi. Et en fait, il y a des gens qui ont bidouillé des choses très proches de Original Donjons et Dragons, par exemple Swords and Wizardry. Et en fait, ils sont partis de l'OGL, donc c'est l'ancêtre du SRD. Hein. Enfin, c'est quasiment la même chose, hein, SRD, OGL. Enfin, le SRD, c'est le dos. Voilà. Désolé, je pars dans des considérations techniques, mais vite fait. L'OGL, Open Game License, donc c'est une licence qui dit que voilà, tel jeu est ouvert à la réutilisation, à la récupération. Et le SRD, c'est quelque chose qui va accompagner cette licence, c'est le document de référence système qui lui va lister quelles sont les parties du jeu en fait qui rentrent dans le cadre de la licence ouverte ludique, l'OGL, quoi. Voilà. Donc en fait, tout le jeu old school se base en fait sur une utilisation un petit peu, on va dire quand même très très détournée de la licence Donjons et Dragons 3.5 pour faire en fait du Donjons et Dragons 75 et puis pour faire des trucs qui ressemblent de près ou de loin à ça, quoi. Donc mais bon, ils n'ont pas eu de problème juridique, et puis on peut même dire qu'aujourd'hui, la scène OSR a totalement percolé dans Donjons et Dragons 5, donc c'est que ça allait hein, comme utilisation, quoi. Même si c'était quand même assez... c'était des techniques de petits filous, quoi. Hein. Et pareil, aujourd'hui, si tu veux faire un clone de l'appel de Cthulhu, eh ben, il faudrait bidouiller avec la licence Chaosium. Donc Chaosium, c'est justement la licence pourcentage, donc tous les jeux tels que l'appel de Cthulhu, je crois qu'il y a RuneQuest, Elric, enfin voilà, tous les jeux à pourcentage. Si tu voudrais faire une sorte de rétro-clone, par exemple, de l'appel de Cthulhu des années 80, tu vas prendre un bout de licence Chaosium, tu vas prendre tous les morceaux de Lovecraft qui sont dans le domaine public. Hein, donc attention, en appel de Cthulhu, il y a aussi des créatures qui ne sont pas de Lovecraft. Donc il y a une partie des créatures de l'appel de Cthulhu qui ne sont pas dans le domaine public. Hein. Donc tu peux pas tout utiliser. Et voilà, tu ferais comme ça ton petit bidouillage, un faux appel de Cthulhu années 80. Je vous conseille du coup le système sans nom, qui est un système de Philippe Tromer, voilà, qui propose exactement ça en fait, hein, qui fait un bidouillage un petit peu taquin malin à partir de la licence Chaosium et d'autres licences pour faire une sorte de ouais, c'est comme l'appel de Cthulhu dans les années 80, mais j'ai un peu limé les numéros de série, quoi. Pour conclure sur cet aspect un peu bidouille, on pourrait dire que de toute façon, en fait, tout jeu de rôle, si tu veux, est un hack des anciens jeux de rôle, quoi. C'est quand même, enfin, on voit assez nettement l'affiliation. Si j'y repense, je te remettrai en lien d'ailleurs l'arbre génétique des jeux de rôle là, de Pascal Martilloni. C'est intéressant de constater que bon, tous les jeux de rôle se sont copiés les uns les autres de façon plus ou moins finaude et tout. Donc, de toute façon, cet aspect généalogique, il existe hein, dans beaucoup de jeux de rôle. Bon, alors, bon, ok, t'as décidé de hacker. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, une fois que tu as récupéré un système, il va falloir que tu l'affines et que tu l'adaptes à ton univers de jeu, à ta proposition de jeu. Tu vas rarement pouvoir reprendre le système comme ça, de façon brute. Euh, la plupart du temps, tu vas devoir un petit peu faire quelques bidouilles pour que ça tienne avec ce que toi tu as en tête. Euh, Autre technique, c'est que tu peux commencer avec un système du commerce. Quand tu commences à créer ton jeu, tu vas commencer avec un système du commerce qui va te servir pour faire tes premiers tests. Et ça se trouve, après, tu vas dégager ce système-là qui t'a servi de béquille pour avoir ton propre système, quoi. Mais des fois, quand tu veux surtout tester des ambitions narratives, tester un univers, bah écoute, tu prends n'importe quel système que tu maîtrises bien, et puis tu essayes comme ça, quoi. Et ça se trouve, ça va pas du tout convenir, mais des fois, c'est en voyant que ça convient pas que tu vas comprendre ce que tu dois mettre dans ton système original à toi, quoi. Donc, si j'y pense, je te remettrai comme ça un compte-rendu de partie de test de la langue de Babel. Donc, c'est Fabien Hedvine. Fabien Hedvine fait toujours des systèmes originaux, mais il a cette technique-là de commencer en utilisant le système du commerce, en l'occurrence
tu as le compte-rendu de partie de son premier test qui utilise The Pool. Alors, voilà, tu peux aussi, t'es pas obligé de hacker un seul jeu, tu peux hacker plusieurs jeux, c'est-à-dire prendre des bouts de plusieurs jeux et les mettre ensemble, en fait, un petit peu sur le principe des jeux cumulables, quoi. Donc tu vas prendre le système de, je sais pas, tu vas prendre le système de santé mentale d'un jeu, tu vas prendre la mécanique de résolution d'un autre jeu, tu vas prendre la structure narrative encore d'un autre jeu, et puis tu vas prendre la magie encore d'un autre jeu, puis clac, 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 ça va te faire un petit assemblage comme ça, quoi. Bon, bah, supposons que maintenant, voilà, là j'ai vraiment abordé, je pense, à fond l'aspect hack. Donc on va plutôt partir du côté système originaux. Donc si tu veux faire ton propre système qui ressemble pas à un truc déjà existant, eh bien, comment tu vas faire? Bon, bah évidemment, on va pas se mentir, se cacher derrière son petit doigt. Ça risque d'être plus fastidieux que de commencer avec un système déjà tout fait. Mais le rendu, il va être plus authentique, tu vas beaucoup plus te l'approprier, et ça va te permettre en fait de te débarrasser d'a priori, quoi. C'est-à-dire que bah, si tu reprends un système classique avec des compétences, ça te formate dans l'idée que dans un jeu de rôle, il faut forcément des compétences. Si tu pars de ton propre système de rien, tu vas peut-être dire ah bah en fait, je vois pas l'intérêt de développer des compétences, quoi. Ou je vois pas l'intérêt de mettre des dés, ou toute autre chose, en fait. Le fait de partir de zéro, de te dire moi j'ai une idée, j'ai une ambiance, et je vais créer mon système dessus, eh ben, ça fait qu'il n'y a aucune mécanique qui te semble nécessaire de prime abord. Tu vas beaucoup plus facilement en fait aller à l'essentiel, ne mettre que les mécaniques qui sont importantes pour toi et pas forcément mettre des mécaniques convenues. On peut partir sur des trucs très originaux en fait. Que ce soit au niveau du système de résolution, de la répartition de la parole, du partage des narrations, et j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Hein. Et donc, comment on s'y prend? Ben, je l'ai un peu pré-shot là, mais je dirais qu'il faut que tu commences. Enfin, personnellement, je commencerai par euh, la fiction pure, quoi. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux avoir comme fiction, en fait, dans une partie de mon jeu? Et quels sont le type de scène que je voudrais avoir, quoi. C'est pas forcément imaginer un déroulement narratif dans son entier, mais le type de scène, ouais. C'est comme ça que j'ai développé, par exemple, le jeu de rôle slash GN, Les Centres. En fait, j'avais en tête des scènes sans que j'ai forcément un liant, tu vois, autour de ça, mais je dis, en fait, moi, ce qui m'intéressait, du coup, c'était, voilà, tu vois, encore à nouveau, l'intérêt de partir de zéro. Je me suis rendu compte que ce qui m'a intéressé, en fait, c'était un certain type de scène. La grande image m'intéressait moins. Et donc, du coup, je suis parti à écrire des scènes, en fait. J'ai écrit des scènes, j'aimerais bien qu'il y ait tel type de scène, tel type de scène. Et en fait, c'est devenu la mécanique principale, qui s'appelle donc les rituels dans les centres. C'est qu'on doit faire ces scènes-là, quoi. Un peu dans l'ordre qu'on veut, mais on doit les faire, quoi. Euh, Tu peux aussi, pourquoi pas, écrire une nouvelle, une petite histoire, en fait, qui reflète une partie un peu idéale que tu voudrais dans ton jeu de rôle, quoi. Alors, le concept de partie idéale, c'est un concept de Romaric Briand. Je suis pas certain de pouvoir. J'essaierai de te mettre une référence sur qu'est-ce que c'est la partie idéale, mais je suis pas certain qu'il l'ait jamais explicité dans un podcast, donc à voir, quoi. Euh, voilà. Alors, moi, je pense que c'est mieux. Donc voilà, tu t'écris une nouvelle, et en fait, une fois que tu as bien en tête le type d'histoire que tu vas avoir, ça va peut-être être plus simple de comprendre ce qu'il te faut comme système, quoi. Donc voilà, pour moi, commencer par la narration, ça me semble mieux que de commencer par le matériel, de se dire, oh, il faut des dés, des jetons, des cartes, du freeform. Après, il y a plein de jeux super intéressants qui sont partis d'un délire sur le matériel, quoi. Bah, tu vois, il y a Romaric Briand, là, justement, je pense à lui, qui vient de sortir un jeu, c'est le, comment,
la cocotte en papier dont tue le héros version Cthulhu, quoi. Et donc en fait, son délire, c'est que on va utiliser des cocottes en papier et c'est ça qui va déployer une histoire, quoi. Enfin, je crois que c'est un peu plus un livre-jeu hein, qu'un jeu de rôle, mais je vais pas regarder dans le détail. Mais par exemple, je m'étais dit, ah tiens, partant du matériel, ce serait rigolo de faire un jeu de rôle à partir tu sais, de jeux serpents et échelles. Et du coup, on pourrait imaginer une sorte de donjon avec des serpents, des échelles. Après, il faut imaginer derrière des règles, une histoire. Enfin, il y a plein de trucs à imaginer, quoi. Tu sais, des fois, à partir où j'ai fait des... alors bon, ça, c'est juste une idée que j'ai mis de côté, sans doute que ça ne verra jamais jour. Mais j'ai des idées comme ça qui ont vu le jour. Par exemple, Orphée et Racine, l'idée c'était d'utiliser des romans de ta bibliothèque en fait comme support pour une partie de jeu de rôle où on allait explorer un roman. Donc voilà, je suis parti sur une idée de matériel et après j'imaginais un jeu de rôle autour quoi. Ou encore Les Ossements des Ténèbres. L'idée, je suis pas le seul à avoir eu cette idée, hein, il y a plusieurs autres propositions de même style, mais l'idée c'était d'utiliser un plateau de jeu d'échecs voilà, dire, bah tiens, notre partie de jeu de rôle, on va utiliser des pièces de jeu d'échecs pour la partie, quoi. Et donc, à partir de ce délire, je me dis à quel point on peut pousser ça au fond, à fond, exploiter vraiment le jeu d'échecs à fond, mais pas en faire un truc purement mécanique et tout, vraiment qu'il y ait de la fiction, et que cette fiction, elle ait un impact sur la façon dont on bouge les pièces, tout ça. Et donc, c'est parti comme ça d'un défi, hein. Et puis, bah, du coup, ça a donné un jeu. Voilà, donc partir de la mécanique, des fois, peut produire aussi des choses très intéressantes, peut-être même encore très disruptives, en fait. Hein. Voilà, donc laisse-toi un peu guider par ton idée de départ, par des ricochets, comme ça, et tu finiras par avoir un truc intéressant. En fait, l'originalité, elle va venir que du fait que tu vas devoir gérer des problèmes spécifiques. Tu vas avoir une idée un peu à toi, mais du coup, les façons de mécaniser existantes, elles vont pas correspondre à ton idée, donc tu vas devoir en trouver des nouvelles, et c'est ça qui, au bout d'un moment, va vraiment faire l'originalité. C'est une idée un tout petit peu originale, peut créer un jeu très original, parce que tu vas devoir gérer des problèmes spécifiques. Bon, après, à nouveau, bon, j'ai dit dans la précédente vidéo, avec maintenant que les IA vont écrire des jeux de rôle et tout, que ce qui va être valorisé maintenant dans la création humaine, ça va être l'originalité, parce que jusqu'à présent, les IA, elles ne peuvent pas trop nous battre sur ce terrain de l'originalité. Mais ceci dit, je ne veux pas te mettre la rate au courbouillon, je ne suis pas non plus persuadé que l'originalité, ça soit une valeur principale. Tu peux faire un jeu de rôle super intéressant qui ressemble à 100 000 autres jeux de rôle, quoi. Parce que l'important, c'est le temps que tu as passé sur ta rose qui est important. Hein voilà. Donc, tu peux faire un jeu de rôle hyper classique, mais que ce soit intéressant, ne serait-ce parce que c'est toi qui l'as fait, en fait. Juste ça. Voilà, j'ai fait mon propre jeu de rôle. Il y a peut-être des propositions très similaires, voire même qui sont mieux, mais c'est le plaisir de faire soi-même et de partager avec ses amis sa propre création, de co-créer, quoi. En parlant de co-création, c'est, je pense, très important toujours de tester ces jeux avant de les balancer enfin, avant de les publier, quoi. À nouveau, publier n'est pas important. Enfin, je veux dire, c'est pas dit que tu peux créer ton jeu sans avoir une volonté de le publier. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important de le tester. De toute façon, je veux dire, si tu crées un jeu, c'est pour y jouer. Enfin, bon, je sais qu'il y a des créateuristes de jeux qui créent des jeux qui n'y jouent pas. C'est leur choix. Mais la plupart du temps, je pense que tu as envie de jouer à ton jeu, donc tu vas le tester. Les tests ont donné envie d'améliorer ton jeu. Mais ceci dit, ne mets pas ton amour-propre en péril, hein. C'est-à-dire, c'est pas la peine de te saquer le moral en faisant des playtests où le but c'est que les gens ils détruisent ton jeu, ils disent ouais non il faut changer ça, faut changer ça. Non, des fois c'est un peu difficile, donc je te renverrai à des articles, à la vidéo Nique tes attentes, ou encore à la vidéo pourquoi je ne fais plus de débriefing et tout. Des fois, protège aussi ta santé mentale, reste ferme sur tes appuis, et le playtest, c'est pas un chamboule-tout où le but c'est de détruire la personne qui a inventé le jeu, quoi. Hein. On reste sur une démarche de co-création et de bienveillance. Les retours non bienveillants,
ne te servent pas en fait. Hein. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, on va y rester sous la barre des 20 minutes. Je te fais des grands bisous et à la prochaine.